Bonjour à tous, donc c'est un bien grand titre, hein. Je suis le cofondateur de Topager, qui est une société qui s'est un peu spécialisée dans la culture sur les toits, et donc ma présentation sera assez axée technique, tout en le situant un peu dans une démarche globale. Donc déjà, nous, on a commencé vraiment par une aventure scientifique avec les ingénieurs agronomes, les écologues. On essayait de trouver des nouvelles façons de cultiver sur les toits. Donc là, vous voyez la photo du potager expérimental sur le toit d'AgroParisTech, où on essaye en fait de cultiver en utilisant uniquement des résidus de la ville et pas de terre. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler avec le métabolisme urbain, c'est-à-dire de créer des cycles dans le bâtiment où on peut recycler par exemple le marc de café pour cultiver des pleurotes dans les caves, recycler le bois des déchets d'élagage des rues pour servir une base drainante pour le compost, recycler enfin les déchets de cuisine et autres pour faire du compost, ou bien les restes de repas qui sont salés qu'on ne veut pas composter pour donner aux poules. Et avec tout ça, créer tout un cycle de fertilisation qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser de terre. Aussi, on utilise des vers de terre et tout, mais ce n'est pas le sujet. C'est juste qu'on voulait remettre tout cet état d'esprit dans le jardin thérapeutique. Ensuite, on a pas mal essayé de voir quelles valeurs nutritives et gustatives on pouvait avoir avec tous ces légumes qu'on produisait là-haut. Et donc l'idée là, c'était pas du tout de cultiver des patates ou des carottes qui voyagent facilement, mais plutôt les légumes qui vraiment ont une grande valeur ajoutée au niveau gustatif quand ils sont cueillis très frais, comme par exemple les tomates ou les petits fruits. Et donc, c'est assez rigolo. Nous, on a commencé à bosser, on s'attendait à ce que les architectes nous contactent. On a commencé plutôt à bosser pour des chefs, comme Yannick Aleno, le chef de la Maison de la Mutualité, des terroirs parisiens, ou bien encore le Pullman Tour Eiffel, où du coup, dans ces grands espaces, on est plutôt à cultiver beaucoup de choses fragiles comme le mesclin ou les fleurs comestibles, et on applique donc nos théories de recyclage en utilisant bien sûr avec des grandes compostières, des poulaillers, etc. Donc j'arrive directement au sujet qui nous intéresse le plus. C'est le projet Robert Doisneau. Donc 18e arrondissement de Paris, il y a un établissement qui accueille à la fois un foyer d'accueil médicalisé, foyer d'accueil, enfin bon bref, je m'embrouille un peu dans les sigles, mais je pense que vous les connaissez, un FAMAS, un EHPAD et un IME. Et Une maison d'accueil spécialisée, une maison de retraite. Ouais, une maison d'accueil spécialisée, une maison de retraite et un foyer d'accueil médicalisé. En fait, la spécificité, c'est d'accueillir des handicaps beaucoup plus lourds, c'est-à-dire des fauteuils électriques qui sont souvent, qui sortent souvent des normes PMR traditionnelles, du coup. Avec aussi des financements différents. Femmes, sécurité sociale, masse, non, femmes, sécurité sociale et conseil général, masse uniquement sécurité sociale. D'accord, ça j'ignorais. Et donc, techniquement, c'était très compliqué parce qu'on avait d'abord un toit qui était prévu pour être une toiture végétalisée. Donc, vous pouvez voir sur cette image. En gros, on a demandé à faire mettre un platelage sur cette surface. Ils n'ont pas voulu enlever la terre pour des obscures raisons. Vous voyez qu'il y a des crosses au premier plan qui sont un peu partout dans le terrain. En fait, au second plan, sur la gauche, près de l'émergence, il y a une autre crosse qui est en plein milieu de l'évacuation incendie. On devine un peu sur la gauche aussi des bandes stériles qui avaient été posées. Donc ça, c'était énormément de contraintes à gérer. Et on a essayé de faire un plan le plus conforme possible au PMR en appliquant tout ça. Mais au final, les personnes donc en charge du site voulaient absolument pouvoir contrôler les relevés d'étanchéité, c'est-à-dire les bords de l'étanchéité du toit en permanence. Et du coup, on a fini par faire un jardin avec uniquement des éléments qui étaient déplaçables, parce que c'était des contraintes techniques. À côté de ça, on devait s'adapter à une multitude de handicaps différents. Donc le premier plan qu'on avait fait, c'était juste pour l'accessibilité PMR, mais en fait, ça n'allait pas du tout, parce que là, il y avait des personnes qui étaient obligées d'avoir les jambes tendues, d'autres qui avaient des fauteuils de plein de hauteurs différentes. Donc on a dû vraiment s'adapter en faisant beaucoup des différentes types de tables et autres. Donc ça, c'était un des meilleurs moments. Je crois qu'il y a, je sais pas s'il y a quelqu'un là-haut, mais il y a peut-être une petite mise au point à faire. J'ai l'impression qu'elle est un peu floue, l'image. Monsieur, il y a une petite mise au point à faire pour l'image. Je crois qu'elle est un peu floue.
Et donc là, c'était aussi très contraint au niveau de la portance. On a pu mettre un maximum de 30 cm d'épaisseur. Donc au départ, l'architecte voulait des grands arbres. Donc on essaie de s'adapter un petit peu avec des fruitiers nains et beaucoup d'autres choses. Et afin de pouvoir donner quand même du volume, parce qu'il voulait vraiment une surprise végétale, du coup on a essayé de faire tout ça avec les pergolas. Donc les ateliers au final ça s'est vraiment très bien passé. Donc les personnes elles ont pu quand même assez facilement s'approprier le site. On a fait attention d'avoir des épaisseurs extrêmement faibles de tables pour que les personnes puissent justement cultiver de façon les plus confortables possible. Et puis là, par exemple, on s'est fait un petit système où on voulait pas, comme les tables, l'épaisseur est très faible, ça veut dire qu'on peut cultiver très facilement des salades et des radis. Là, vous voyez d'ailleurs, c'est des salades qu'ont plantées les résidents. Et donc cette semaine, ils doivent les cueillir normalement, mais assez rapidement, au bout d'un mois, ils ont déjà eu une belle récolte. Et sur les côtés, vous observez que les deux bacs se superposent. Donc ça permet notamment, si on veut planter des plantes comme des tomates qui ont du mal à s'épanouir dans une épaisseur si faible, eh ben elles peuvent aller sur les côtés. Et du coup, les racines peuvent passer dans le bac en dessous et bénéficier d'un volume de terre plus important. Donc ça, c'est pour nous, en fait, ce qui était très important, c'est que les résidents puissent vraiment cultiver toutes sortes de choses et que ce jardin soit pas seulement thérapeutique, mais aussi productif et qu'ils puissent vraiment avoir des récoltes généreuses qui puissent cuisiner après. Et voilà, après on a dû adapter énormément d'éléments. Là par exemple, en fait, on le voit pas super bien, mais il y a un écart assez important entre l'émergence et le bac. Ça c'est pour les personnes qui doivent avoir les pieds presque allongés sur leur fauteuil. Et du coup, on en a profité pour jouer avec les contraintes du site. Comme là, on avait une évacuation d'air spéciale, enfin une évacuation de fumée spéciale incendie. Donc il fallait pas mettre de bac juste devant. Et là c'est pareil, on a joué avec ça avec un banc. Et là encore, on adapte le mobilier classique en le rehaussant et puis en répartissant aussi la charge pour éviter que le banc passe à travers le platelage. Alors bien sûr, il y a aussi une table pour que les gens puissent se retrouver. On a rajouté aussi des compostières avec des portes qui s'ouvrent par petits morceaux pour que les résidents puissent eux-mêmes mettre leurs choses au compost. Et puis enfin, là, on a pour l'instant animé que 2 ateliers. On en aimerait en animer beaucoup parce qu'on adore transmettre. Là, vous voyez en haut à gauche, par exemple, c'est des bacs qu'on fait avec un côté transparent pour que les gens puissent voir la vie du sol, les galeries creusées par les vers de terre, où vont les racines. Donc c'est très instructif. On fait aussi, comme travail, mon associé est écologue, on leur fait des ateliers où ils vont regarder les insectes, identifier les choses de la vie du sol, etc. Et puis ouais, voilà quoi. J'ai écrit un livre Potager urbain aux éditions Hachette où je montre un peu toutes nos techniques pour fabriquer les bacs, parce qu'on utilise aussi des techniques assez originales, puisqu'il y a un problème sur les toits, c'est le lessivage des nutriments, c'est-à-dire quand la pluie traverse les sols, elle va dissoudre tout ce qui est azote, enfin tout ce qui nourrit les plantes, et du coup ça va les emporter dans les eaux usées. Et ça, quand l'épaisseur est très faible et que la terre est très riche, comme le cas du potager, c'est un phénomène qui est très important. Donc on utilise par exemple des petits systèmes à réserve d'eau en billes d'argile qui permettent d'éviter trop grande fuite des nutriments et donner plus d'autonomie en eau. Donc voilà, tout ça j'ai essayé de l'expliquer un peu dans ce livre qui fait à peu près 300 pages, je crois. Voilà, merci. J'invite Bernadette Mout à présenter son projet aussi. Je me suis dit que tout le monde va présenter son projet et après, effectivement, qu'on puisse poser des questions pour chaque projet. Bonjour à tous, merci à Jardin et Santé de nous avoir permis de nous réunir. Je suis architecte, j'ai passé mon diplôme à l'école d'architecture de Marseille-Lumini en 1994. J'ai réalisé des bâtiments et j'ai réalisé 2 projets de jardin solidaire dans le sud de la France. Le premier jardin, je l'ai réalisé, je n'avais pas encore fait ma spécialité qui est l'assistance à maîtrise d'ouvrage. La programmation architecturale, c'est en fait de la gestion de projets en amont, par exemple pour faire les cahiers des charges du concours de maîtrise d'œuvre. Et en fait, ce premier projet de jardin
a été l'occasion d'appliquer des outils que je ne connaissais pas du tout, qui ont été inspirés en fait par le fonctionnement associatif. Et c'est une démarche qui m'a beaucoup intéressée. Et c'est ce qui m'a donné ensuite l'envie de faire de la gestion de projet et de parler des projets de l'espace en oubliant les murs en quelque sorte. Voilà, c'est ça qui a été passionnant en fait dans cette mise en œuvre. Donc c'est l'association qui m'a... Donc je connaissais les personnes qui ont fondé l'association et les gens qui y travaillaient. Et ils avaient un jardin de 1000 mètres carrés. Et le propriétaire avait décidé de le récupérer. Donc ils ont cherché un autre terrain. Et c'est la mairie de La Ciotat qui leur a fait un bail pour un terrain de 7000 mètres carrés. Donc c'était un bol d'air, enfin c'était un grand souci au départ, et ensuite ça a été un bol d'air parce qu'ils pouvaient vraiment développer leurs activités. Donc le but du jeu c'était de travailler dans un esprit associatif et coopératif, et une des premières démarches a été de consulter tout le monde et de dire, on a fait une liste des activités existantes, une liste des activités qu'ils avaient envie de créer, et chacun a dessiné son jardin rêvé. Et donc tout ça, ça a été repris dans le projet. Donc la première étape importante quand même, c'est une faisabilité au regard des règles d'urbanisme. Et ensuite, donc, on est passé à l'inventaire des besoins, une audition des idées de chacun, une concertation, des réunions de concertation pour les choix et la répartition spatiale des activités. Bien sûr, après, il y avait des arbres existants, ce n'était pas un terrain vierge, heureusement. Le but du jeu, c'était de faire un cahier des usages, puisque dans ce genre d'association, le jardin n'est pas fait toujours par les mêmes personnes. Il y a des personnes en insertion professionnelle, il y a des enfants qui sont accueillis dans le cadre des activités pédagogiques scolaires. Et la grande particularité de ce jardin, donc c'était vraiment l'origine du projet par ses fondateurs, c'était d'accueillir des personnes en handicap moteur ou avec d'autres handicaps. Et donc dans le jardin initial, il y avait un abécédaire qui avait été créé, où les plantes étaient rangées par ordre alphabétique, avec un parcours, avec un sol stabilisé pour que les personnes en fauteuil roulant puissent se déplacer, et des étiquettes en braille avec la première lettre de chaque plante en braille. Donc dans le jardin, il fallait, dans le nouveau jardin, donc il y avait un abécédaire à créer. C'était la contrainte la plus importante. Donc en fait, ce qui est original aussi dans ce genre de conception, c'est que il n'y a pas eu de mission de maîtrise d'œuvre complète. Ça a été vraiment une phase de programmation et une esquisse. Et cela a suffi en fait à mettre en route le jardin sans aller plus en avant. Ce genre de dossier avec une description des usages et puis un plan, une esquisse, ça suffit pour obtenir des subventions. Donc en phase esquisse, il y a eu un bilan de l'existant, des caractéristiques du terrain avec le petit bâti existant. Donc on est en Provence, il y a des restants, il y a une citerne, une ancienne citerne, une citerne plus récente qui est hors sol. Donc tout ça, il fallait l'utiliser. Ce qui est très important, c'est d'avoir des zones d'ombrage. Il y avait une zone avec beaucoup de pins. Donc la grande question, c'était est-ce qu'on garde tous les pins ou pas ? Dans ce genre de jardin, la gestion des flux est très importante. Le tracé des cheminements est très important. Il faut qu'il y ait des zones où il y ait des accès pour le matériel technique et les jardiniers et la circulation des personnes qui viennent dans le jardin sans y travailler est à penser un peu différemment. En fait, c'est le retour d'expérience que j'ai quand je suis allée un peu discuter avec eux avant la conférence. Donc tout ceci structurait déjà considérablement l'espace. Mais en fait, dans un jardin, ce qui est important, c'est les plantes. Mais je ne suis pas paysagiste, donc même si je connais la botanique et les plantes et les questions écologiques, je n'avais pas du tout envie de définir quelles plantes on mettait à quel endroit. Mais il fallait quand même caractériser les espaces.
Donc les outils de conception habituels n'ont pas été utilisés. Il n'y a pas eu de représentation en 3 dimensions, il n'y a pas eu de perspective, il n'y a pas eu de plan de plantation. En fait, ce qui a été prégnant quand même dans ce travail, c'est qu'il y a quand même eu un travail en plan. Et au moment de dessiner, je me suis aperçue que à certains endroits, j'avais envie de dessiner plutôt des ellipses ou plutôt des ronds, des chemins de formes particulières qui renvoient à des formes mathématiques. Et le travail avec les futurs jardiniers, donc ça a été aussi un petit travail technique d'ajuster les envies justement qui viennent du tracé du crayon et ce qui est possible ou pas. Donc en fait, pour caractériser les espaces sans donner des images figées de ces espaces, je me suis dit que ce serait bien possible d'utiliser une description littéraire à partir d'exemples un peu précis. Et ce qui m'a donné cette idée, c'est que le tracé de l'abécédaire, tel que la plupart des personnes l'avaient fait et tel qu'il existait dans le jardin d'avant, c'était des espaces carrés avec un cheminement, une croix centrale qui renvoyait donc un type historique de jardin qui est le jardin médiéval ou aussi les jardins orientaux qui fonctionnent un peu comme ça. Voilà, donc là je me suis dit tiens, cet espace-là c'est un espace où il va y avoir des plantes plutôt taillées, un potager avec des plantes assez contraintes. Je me suis dit, bon, c'est un espace fermé, un espace cadré, et j'ai commencé à essayer de définir les espaces avec ce genre de critères qui renvoient. Et donc dans le jardin, il y avait 3 espaces qui existaient déjà, qui étaient délimités par des restanques, donc vous le voyez sur les plans. Vous avez une première restanque à gauche, un espace central, ça fait 3 bandes en fait. Un espace central avec des formes plus libres et à droite les carrés potagers. Voilà, donc ça a défini 3 types d'espaces, 3 types de typologie historique de jardin. Donc il y avait les espaces cadrés où l'homme materne la nature, les espaces, donc là c'était le potager, les espaces ouverts où l'homme et la nature sont à égalité, enfin, c'est ce qui était, c'était plutôt un objectif. Et les espaces fermés centripètes où la nature encercle l'homme et où il se retrouve en immersion. Donc on en a parlé hier, ça m'a fait très plaisir de voir qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Voilà, donc il s'agissait de décrire littérairement des proportions, des ambiances et des sensations. Donc ces 3 types de typologies que j'ai réutilisées pour le prochain projet dont je vais vous parler. Est-ce qu'on peut mettre les images du bas ? Voilà les petits carrés. Merci. Oui. Donc dans les espaces ouverts, ça correspondait à des plantations alignées. Les espaces fermés, c'est plutôt un jardin qui correspond au jardin romantique du 19e siècle. Et les espaces cadrés, le potager. Donc le projet de jardin suivant, c'est le jardin des Rougières à Hyères. Donc c'est les 2 personnes initiatrices du projet qui m'ont mis en relation avec Jardin et Santé. Donc je les remercie. C'est Marie-Hélène Augier et Dominique Viau. Donc ce jardin à Hyères, il avait vraiment une caractéristique pas commune. C'est que c'est une ancienne zone de maraîchage à Hyères, près de la mer, avec beaucoup d'eau, ce qui est vraiment pas commun en Provence, mais nous avons aussi des problèmes d'inondation qui sont récurrents. Et ce jardin, donc il y avait la nécessité d'apporter une attention toute particulière au maintien des zones humides, tout en s'assurant que les plantations n'auraient pas trop d'eau non plus. Donc il fait 1,5 hectare. Là, un des premiers travaux, ça a été de faire un relevé botanique pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait
et de voir ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait protéger, puisqu'il y a une faune un peu particulière aussi à cet endroit-là. D'ailleurs, l'association a participé aux journées des zones humides. Donc, c'est mon papa, en fait, qui a effectué le relevé, puisqu'il est botaniste, phytosociologue exactement. Et ce relevé nous a donné des indications précieuses. Donc, tout d'abord sur la flore. Quelles sont les plantes indigènes, les plantes introduites, les espèces protégées ou à haute valeur patrimoniale. Donc ici, il y a un petit laiteron maritime, qui est une plante qui aime le sel. Donc deuxième niveau de lecture, c'est la végétation, les groupements végétaux, l'étude des structures végétales et l'interprétation des bioindicateurs. Donc les bioindicateurs, ici, c'était l'humidité, l'eau stagnante et le sel. Donc vous voyez le relevé botanique. Est-ce qu'on peut zoomer sur cette partie-là? Voilà, donc qui a été effectué à la main avec des crayons de couleur. C'est vraiment les outils qui ont été utilisés depuis les années 70 pour la cartographie de toute la France, en fait, cartographie botanique de toute la France. Donc là, le laboratoire Saint-Charles de phytosociologie a cartographié toute la région Provence. Donc les conclusions ont été intéressantes, donc pour les futures plantations, mais aussi pour les bâtiments éventuels, puisque dans ce genre de programme, il y a toujours besoin d'équipement. Donc la conclusion, ça a été qu'il ne fallait pas creuser de puits, de canaux profonds ou de fondations profondes, sinon il pourrait y avoir des remontées importantes de sel qui pourraient abîmer les cultures et puis envahir le terrain, en fait. Il ne faut pas utiliser d'engrais industriels trop concentrés. Donc là, c'était même pas la peine de le dire, puisque le projet des jardins solidaires, c'était d'avoir le label Déméter. Ils sont en train de travailler et de travailler uniquement en agrobiologie et en biodynamie. Et il y avait des îlots de végétation existants, de végétation spontanée, qu'il fallait garder comme témoins, et pour conserver une certaine biodiversité. Donc il y a un inventaire de la faune qui a également été effectué avec des résultats très intéressants. Donc le projet a commencé un peu comme l'autre projet, avec les idées structurantes, ça a été de créer, d'abord de placer les flux, les chemins, les grandes activités. Il y a un travail sur les formes qui a été effectué. Est-ce qu'on peut zoomer sur les petits croquis qui sont en dessous? Oui, les petits croquis du bas. Là. Voilà. Un travail sur la composition. Il faut raccourcir. Ouais, okay. Donc les formes libres sont regroupées en périphérie. Les bâtiments sont regroupés dans ce genre de projet. Il faut vraiment faire attention à ce que le bâti ne soit pas trop disséminé. Donc regrouper le bâti ici. Donc vous voyez dans le petit schéma du haut, les grands éléments du bâti sont regroupés sur un axe nord-sud. Et il y a une colonne vertébrale du projet. Donc c'est une pergola qui distribue le projet. Pour ce jardin, donc, j'ai pensé à créer un quatrième type de jardin, c'est la forêt cultivée, un espace où l'homme et la nature sont en symbiose, en fait. Les références historiques, ça pourrait être le jardin du XXIe siècle, qui était inventé. A contrario, vraiment beaucoup plus en amont, le jardin néolithique. Donc ça, c'est une idée de Jacques Laborel, qui est océanographe et aussi poète. Il a vu cette idée lors de la conception du jardin de la Ciotat. Et les références artistiques, ça pourrait être le land art. Voilà. Donc, quand j'ai réfléchi au titre que pourra avoir cette présentation dans les conférences, je me suis dit, mais je vais parler des lieux, de la relation entre les lieux et la logique de création, et aussi le fait qu'on utilise les données de l'existant, donc de la topographie. Et je vais appeler cette conférence les jardins topologiques. Et puis j'ai quand même cherché à regarder ce que topologie voulait dire, et c'est une branche des mathématiques qui parle des réseaux et de la notion de limite et de répartition de points entre eux, ou d'espace les uns par rapport aux autres.
Par exemple, les représentations de réseaux informatiques, c'est de la topologie mathématique. Et j'ai trouvé ça très intéressant, puisque donc, je m'étais posé la question de la prégnance des formes, notamment historiques, dans les jardins, puisque à certaines époques, on a préféré utiliser telle forme ou d'autres. Et aussi parce que le mot jardin, c'est un mot qui est indo-européen, une racine indo-européenne, guerre, donc qui signifie ceinture, et on retrouve cette signification dans beaucoup de mots européens, en fait. Voilà, donc les questions, c'était y a-t-il un lien entre la forme de certains espaces, les propriétés thérapeutiques qu'il pourrait avoir quand on immerge des personnes qui ont certaines pathologies. Voilà, donc effectivement, il y a encore du travail. C'est jusqu'à 10h30 aussi à communiquer. Oui. Il faut absolument que vos interventions soient plus brèves. Parce que sinon, les gens seront frustrés. Ils ne verront pas l'ensemble. Les questions viennent après chaque intervention. Il faut attendre la fin pour les questions. Il faut laisser faire la place aux interventions. Vous êtes intervenu ? Vous êtes intervenu ? C'est les 3 photos, ça c'est les 4 photos. Alors, est-ce que... Oui. Oui. Alors, le premier jardin ou le deuxième Oui. Oui, voilà, effectivement, c'est pas vraiment les mêmes activités. Alors, les jardins de Hyères sont des jardins qui ont été créés avec une visée pédagogique, comme le premier jardin. Mais en fait, ils vont louer des parcelles pour que les gens puissent cultiver sur place. Le potager a été divisé en petits éléments. Donc, c'est des gens qui viennent de la ville et qui ont chacun leur petit morceau de potager. Oui, voilà. Donc ça, c'est une partie du jardin. L'idée, c'était de créer aussi une zone couveuse d'entreprise pour que des jeunes agriculteurs qui aient envie de s'installer, mais qui n'aient pas encore de foncier, puissent un peu commencer à travailler et tester leurs nouvelles méthodes, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles méthodes actuellement dans ce domaine. L'idée, c'était d'accueillir aussi des personnes qui viennent des maisons de retraite ou des personnes en difficulté qui viennent d'établissements de soins. Oui, parce que dans le nord du jardin, il y a toute une partie pour les EHPAD. Voilà. Voilà. Dans le nord du jardin, il y a toute une partie pour les EHPAD et les personnes âgées, donc, sur le plan du jardin. Oui. Ça, c'est à Hyères. Oui. Oui, ce jardin est réalisé. Ouais. J'ai travaillé dessus en 2000. Il y a 3-4 ans, en fait, voilà, 2010. Et en fait, ils avaient déjà placé le potager quand je suis arrivée. Enfin, je suis venue une première fois, le potager n'avait pas été implanté. Et après, quand je suis revenue, ils avaient déjà mis le potager, mais c'était vraiment bien. Il était déjà parfaitement implanté. Ils avaient déjà très bien réfléchi. Et ça, c'était très intéressant de travailler dans la continuité de tout ça. Mais est-ce qu'il n'est pas, moi je ne le connais pas, mais est-ce qu'il n'est pas en évolution, ce jardin ? Est-ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il a commencé probablement il y a 2-3 ans, mais il est en perpétuelle évolution, et puis les financements n'étaient pas là
jusqu'à maintenant, enfin pas en entier. Donc ils continuent indéfiniment. Ils ont commencé des parties, mais ils continuent beaucoup d'autres parties parce qu'il est assez grand et il concerne pas mal de gens. Oui. Non, 1,5 hectare celui-ci. Le projet de hier, c'est 1,5 hectare, c'est très grand. Oui. Alors, il y a l'Union européenne et après, je ne suis pas très au courant, là, j'ai pas trop suivi, puisque justement, la caractéristique de ce genre de mission, c'est d'intervenir au départ et puis après, le projet fonctionne par lui-même. Voilà, donc je suis toujours en contact, mais j'ai des bribes d'informations et là, je ne suis pas à 100% les subventions. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de petit travail en amont, qui est un travail assez conséquent, mais qui est quand même assez léger, puisqu'il n'y a pas beaucoup de conception. Donc c'est un travail qui suffit à obtenir des subventions. Et je pense que ce qui serait très intéressant pour que beaucoup de projets de ce type puissent sortir, ce serait vraiment que ce genre de travail un peu littéraire puisse être subventionné avant même d'être commencé, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont envie de créer des jardins. Alors soit ils n'ont pas le terrain, soit finalement le terrain ne s'avère pas adapté. Et il faudrait de suite pouvoir définir ça en amont avant que les choses avancent trop, en fait. Ou les aider à chercher un terrain adapté. Et c'est vraiment une petite mission d'assistance qui n'est pas la mission de conception. Et à mon avis, c'est très important. Alors pour le coup, ça tourne, je m'en souviens plus exactement, mais ça tourne dans les 40 000 euros. Et pour les financeurs, bon alors c'est la Fondation Sainte-Marie qui s'en occupait. Et je crois qu'il y a en fait, il y a pas de financement public, c'est du mécénat. Parce qu'apparemment ce projet était très adapté à ce que des personnes mettent juste leur logo à l'entrée et puis enfin, mais je connais pas exactement quel montage, mais en tout cas c'est du mécénat. Pardon ? 150 mètres carrés. Quelle est la date de démarrage de ce projet ? Il a démarré début octobre là, c'est ultra récent. Quels sont les produits que vous allez mettre pour que pendant l'hiver ou au début du printemps, les patients puissent continuer à venir faire leur petit tour sur le toit? Alors on a déjà, là il n'y a plus que quelques produits qu'on peut encore semer comme la mâche ou les fèves. Donc on a semé beaucoup de laitue d'hiver, des blettes, des épinards. En fait, oui, il y a pas mal de plantes, de la roquette, pas mal de plantes qui vont très bien l'hiver. Et le problème, c'est plus, en fait, les équipes ont vraiment peur de laisser sortir les gens l'hiver. Donc, on est obligé d'être très à dire oui, mais là, quand même, c'est une belle journée, il n'y a pas de vent. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on est pas mal à essayer de pousser à faire des sorties. Le démarrage en octobre est une date compliquée pour ces visites de jardin sur les toits de Non. Non, parce que nous on utilise des sols assez spéciaux où en fait on met des écosystèmes dans les sols qui prennent de la maturité avec des vers de terre, des champignons, etc. Donc comme ça ils pourront monter en maturité tout l'hiver. Et finalement les cultures d'hiver sont beaucoup plus simples que les cultures de printemps. Du coup ça permet aux personnes de pas se retrouver débordées par le choix et de commencer assez simplement. De voir que le jardin est productif en hiver directement, je pense que c'est très valorisant aussi parce qu'on n'imagine pas trop comme ça. Et comme ça, on aura le temps tout l'hiver de faire avec les personnes de bien prévoir quelle plante culture ils veulent, quel type de variété ils veulent, et du coup prévoir des rotations de printemps et d'été qui soient plus complètes et plus compliquées. Dernière question avant de passer la parole à Nathalie qui est à gauche. Comment faites-vous pour la gestion du compost par les patients et différentes personnes qui peuvent y participer? Je vais être honnête avec vous, pour l'instant j'en sais trop rien. Pour l'instant quand ils prennent des déchets, ils vont simplement les mettre dans le compost.
De toute façon, c'est clair que ce projet est très encadré. Donc nous, on a une personne dans notre équipe qui est maître composteur. Et du coup, quant à savoir quelles tâches on pourra leur faire exactement dans le compost, si ce sera juste aller le prendre, l'observer pour voir ce que ça va être. Alors c'est pas vraiment un compost qu'on fait, c'est un lombricompost. Donc c'est pas le compost qui va monter en température, etc. C'est quand même beaucoup plus facile à manier. Mais en tout cas, je vous avoue que j'ai pas encore, pour l'instant, comme on est juste en train de l'alimenter, de leur expliquer qu'il faut un peu de trucs azotés, carbonés. Pour l'instant, je sais pas exactement. Alors, juste une dernière question encore. Pourquoi pas de sel dans le compost? Ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est parce que effectivement, c'est pour les lombriques et autres. En fait, le sel finit par, ça rend des terres stériles. Donc, si dans votre compost vous mettez beaucoup d'aliments salés, forcément à la fin, le sel va s'accumuler dans les bacs. Et du coup, si par contre on donne ça aux poules, on peut récupérer une litière avec beaucoup de phosphore, parce que les fientes de poules produisent beaucoup de phosphore. Et du coup, on peut fertiliser les différentes cultures de façon beaucoup plus ciblée. Mais là, on n'a pas eu le droit de mettre de poulailler. Pour des raisons d'hygiène, déjà, c'était très compliqué à faire passer ce projet. Donc voilà, ils ne voulaient pas prendre de risques avec la grippe aviaire ou je ne sais quoi. Ouais. Alors franchement, le personnel, il demande qu'à sortir avec les personnes, ça c'est clair. Donc on n'a absolument pas eu d'effort à faire pour les convaincre. C'est juste la direction qu'il faut convaincre parce que nous on demande un petit peu forcément un petit financement pour accompagner les aides-soignants et tout dans ces activités-là. Et du coup, c'est ça qui est un peu dur à obtenir, on va dire. Donc pour l'instant, nous, évidemment, on donne beaucoup plus que ce qu'on est payé parce que pour nous, c'est pas un projet qui est un projet, on va dire, à but. Pour nous, c'est très important qu'ils vivent ce potager. Donc en attendant, tant pis, on fait un peu de bénévolat. Mais oui, c'est quelque chose de. Les gens adorent ça et finalement ça passe comme une activité quoi. De même que les gens ils vont faire un atelier d'art-thérapie ou de je ne sais quoi, il y a l'activité potager. On n'est pas bénévole. On nous paye des ateliers. Mais on les paye, on va dire à chaque fois c'est pour une personne, mais comme nous on voit bien qu'avec le public qu'on a, on a besoin d'être plus. Du coup, on vient à 2 ou 3 avec une qui est payée, quoi. Voilà, c'est ça. Donc le modèle économique pérenne, moi je pense qu'il faut juste rentrer vu qu'il y a des financements pour faire des ateliers, c'est juste de rentrer là-dedans. Seulement, ce projet, il est arrivé un peu tard, il n'était pas prévu au départ. Donc là, le chantier a été terminé très récemment. Donc là, on est dans une phase d'ajustement, quoi. Ça fait qu'un mois et demi que le jardin est ouvert. Ouais.
Donc la question, c'était est-ce qu'on peut anticiper les questionnements d'ordre écologique, sociologique, spirituel dans la conception du jardin, si je résume. Alors, personnellement, je pense que ce serait très bien. Après, c'est toujours pareil. Il faut financer toutes ces personnes qui travaillent sur ces choses-là. Donc, nous, je vous avoue qu'on s'est pas mal centré sur le côté écologique parce qu'on a un écologue dans l'équipe, parce que c'est le sujet de nos recherches depuis un moment, etc. Après, on avait une urbaniste paysagiste qui avait fait beaucoup de projets de jardins partagés, de jardins adaptés, etc. Donc elle a apporté un peu le côté, on va dire, sociologique et spirituel dans la conception. Après, moi je trouverais ça super d'avoir des religieux, des philosophes et tout qui bossent dans un projet de conception, mais... Ils n'entendent pas derrière. Vous pouvez parler plus fort parce qu'on n'a pas de micro. Merci. Vous levez. Ouais. Merci. Non, il ne veut pas. On utilise en fait le savoir des personnes qui vont utiliser le jardin, c'est-à-dire les personnes qui sont dans l'établissement de retraite ont des connaissances spirituelles, des connaissances d'écologie, des connaissances et comment on peut développer ces connaissances, les utiliser, pas seulement en disant ah vous connaissez ça donc on va faire ça, mais qu'il y ait un travail à faire avec eux, en fait, vraiment de développement du concept et qu'ils puissent un peu travailler avec les personnes et dire ce que vous savez, on va l'enrichir en faisant appel à un philosophe, on va l'enrichir en faisant appel à un écologiste, et qu'à travers ce travail qu'on fait avec les personnes, on puisse un peu développer un projet et qui tienne quand même compte de certaines lignes de conduite, qui répondent à des problématiques de gestion des eaux, biodiversité, etc. Mais que ça vienne des personnes. On vient de m'annoncer qu'il reste que 25 minutes, donc je vais peut-être passer la parole à mon collègue qui puisse s'exprimer, qu'on puisse lui poser un peu des questions. Tiens, on va remettre l'écran. Et sinon, je vous invite à en discuter après de tous ces sujets, mais c'est vrai que sinon il ne pourra pas du tout s'exprimer. Donc, je vais être rapide. John Riddell, je suis président d'une association qu'on a formée à Castelnaudary dans l'Aude pour créer un jardin. Alors, l'historique un peu de notre projet au début, on est allé voir le directeur de l'hôpital. On a dit on aimerait faire un jardin derrière l'hôpital que vous voyez là, l'hôpital de Castelnaudary, le grand bassin du canal du Midi juste en amont. Donc je fais un peu de pub pour ma petite ville. Et de ce côté-là, une grande friche de 1,5 hectare qui anciennement était des jardins ouvriers. Et donc on est allé il y a 10 ans présenter ce projet au directeur de l'hôpital qui a dit non, ça ne nous intéresse pas. On ne voit pas l'utilité d'un jardin pour un hôpital. On est revenu il y a 3 ans, un nouveau directeur, pour proposer le même projet. Et lui, il a dit oui, l'hôpital veut tourner vers la ville et donc ça nous intéresse. Ça serait joli comme façade pour l'hôpital. Et donc, avec les 2 clubs de services Lions de Castelnaudary, on a commencé à chercher à financer ce projet qui, il y a 1,5 hectare de terrain, maintenant à peu près coupé en 2. Donc, ça reste une très très grande surface. Autour, alors si on peut regarder d'autres photos.
Ça, c'est la fin. Tu veux le projet? Le projet, oui. Le projet, plan. c'est celui-là. C'est ça? Oui. Voilà. Et donc, là, vous voyez le plan de notre jardin. Autour de ce jardin, un nouveau foyer d'insertion qui vient d'être créé. Ce qu'on ne voit pas en haut de l'image, un foyer pour les jeunes handicapés, beaucoup de jeunes trisomiques, un foyer relativement important. Et en bas, ce qu'on ne voit pas non plus, l'hôpital, qui, depuis quelques années, est devenu, comme beaucoup d'hôpitaux en province, plutôt une maison de retraite. Il y a une section EHPAD, une très grande section longue durée pour les personnes âgées, une maison de retraite médicalisée et 50 mètres plus loin, une autre maison de retraite médicalisée. Avec ces extensions, en plus, on a intégré plusieurs d'autres maisons de retraite dans une section. Donc, il y a un grand projet sur la partie basse de l'hôpital d'extension, 42 millions de travaux, ce qui fait que notre jardin futur se trouve maintenant devant l'hôpital et pas derrière. Donc, nos partenaires dans ce projet, un projet strictement associatif, donc on n'a que des bénévoles, les deux lycées professionnels de Castelnaudary, les jeunes du lycée Andriossi et du lycée Riquet, les deux créateurs du canal du Midi, qui nous aident très concrètement à réaliser ce jardin. Les jeunes d'Andriossi seront sur le terrain lundi prochain et les jeunes du lycée agricole un peu plus tard. Donc on a ces deux partenaires au projet et ce que j'appelle les bénéficiaires, donc l'AFTAIM, la grande association pour les handicapés, avec son foyer de jeunes handicapés, un ESAT, donc créé aussi par l'AFTAIM, avec une section de jardiniers. Et donc ces jeunes participent déjà à la création du jardin. L'ADAF, le foyer que je vous ai montré, pour les personnes un peu en perte et qui se retrouvent là. On nous disait que c'était pour les femmes maltraitées, mais il semblerait qu'il y a plus d'hommes maltraités dans le foyer que de femmes. L'hôpital lui-même et les autres partenaires potentiels au futur, les écoles primaires qui vont participer à la vie du jardin. L'association donc fonctionne avec une équipe, un bureau, surtout concerné par le financement du projet. C'est un projet de 250 000 € à peu près, et on est à ce stade, par différents moyens, on est arrivé à 150 000 € après presque 3 ans de travail. On est des mendiants un peu. On a des petites actions, les compétitions de golf, des lotos, et on fait appel aussi aux établissements, aux organismes qui financent ce type de projet. Et on a eu surtout, grâce à l'association Jardin et Santé, une très belle contribution de l'EDF. Donc, Caisse d'épargne, tous les contributeurs habituels à ce type de projet, sauf les collectivités. Absolument rien, ni des établissements de santé, ni de l'hôpital, ni de la ville, ni de la région. Mais ça nous donne, pour l'instant, une certaine autonomie. On est dépendant de personne. Tu peux nous
Ok. Donc le jardin lui-même, est-ce que je peux passer là? Donc, ok, 3 minutes. L'entrée du jardin, vous voyez les chemins. On a créé les chemins qui sont déjà en train d'être mis en place. Beaucoup de débats sur le matériel pour faire ces chemins. Et on est arrivé à le choix d'une terre stabilisée, plutôt qu'une surface goudronnée qui présente des problèmes chez nous dans une terre qui est très argileuse, mouvement de terre, et donc on a choisi une surface plus mobile qui a ses avantages et désavantages, mais on a choisi une terre stabilisée, relativement foncée, pour tenir compte des problèmes des vipassans, d'éblouissement. Donc ça c'est l'entrée. Le jardin thérapeutique, donc pour notre clientèle de l'hôpital, on a ce qu'on appelle le jardin thérapeutique, jardin d'essence, très largement inspiré du jardin du CHU de Nancy, les plantes, les couleurs, les parfums, et sur une surface qui est très peu pentue, donc avec des chemins de 2 mètres de large pour que les fauteuils roulants puissent se croiser. Voilà les choix de végétaux pour le jardin qui ont été faits par une jeune stagiaire de l'INSAP de Bordeaux, Mélanie Guédon, qui a passé 3 mois à travailler sur ce dossier. Juste une petite histoire. Mélanie voulait présenter ce travail pour son mémoire de l'INSAP, de fin d'études, et l'école a refusé. Il semblerait que les jardins thérapeutiques ne soient pas dignes de mémoire de fin d'études. On continue. Parcours de santé, donc on a un petit parcours avec des engins de torture pour les résidents de l'hôpital. C'est cette partie-là qui est reconnue par l'hôpital en étant l'aspect médical du jardin. Donc voilà, les végétaux continuent. Jardin des oiseaux, on a négocié un peu avec la Ligue de la protection des oiseaux pour un jardin où on peut compter les oiseaux, etc., mettre des nids financés par la Ligue. Continue. La place du Noyer, donc on a amené des chemins vers l'arrière du jardin avec une petite place centrale qui devait normalement, et ça c'est le travail de Martine Brûlé, paysagiste, qui nous a dessiné le jardin. Cette place était autour d'un noyer. J'ai entendu hier que les noyers sont magnifiques. Donc on a déplacé la place et on a gardé le noyer. Le verger, il y aura. C'est une région agricole. Les vieilles personnes dans les EHPAD sont des anciens agriculteurs. Et donc, l'idée, c'est qu'ils retrouvent les arbres qu'ils connaissaient quand ils allaient mieux. Donc, Vincent me demande d'arrêter là. Sinon, j'arrête par là. Les terrains de pétanque, c'est très important. 2 terrains de pétanque demandés par les foyers. Et dans 2 semaines, on inaugure le lancement des travaux avec un concours de pétanque entre une équipe du foyer des Hirondelles, les jeunes trisomiques, qui sont très très forts, le foyer de l'ADAF, les personnes en insertion, et les 2 clubs Lyon. C'est en train d'être battu. Voilà, merci. Vous avez parlé du choix des végétaux. Alors, je voudrais
été vos critères? Est-ce que vous avez choisi des végétaux, comme vous l'avez dit à un moment, qui correspondent à la connaissance locale, ou est-ce que c'est le terrain, les critères de terrain qui vous ont fait choisir telle ou telle essence, ou est-ce que c'est uniquement avec l'idée de stimuler tel ou tel type de sens? Il y a plusieurs problèmes. Ça s'appelle le jardin des vents, donc on est obligé de mettre des brise-vents, et ça, c'est des végétaux de la région qui sont choisis spécifiquement par la Chambre d'agriculture de la région pour ça. Pour le jardin thérapeutique, Mélanie a choisi des couleurs vibrantes. On a quand même un climat très spécifique, des vents très forts. On n'est pas dans le midi, on appelle le midi moins quart, là. Il fait assez frais parfois, et donc on aura une partie un peu maquis, un peu les buissons un peu bas, qui s'adaptent très bien à ce type de climat. Pour le jardin des oiseaux, on a choisi des plantes qui fournissent de la nourriture pour les oiseaux. Donc on a quand même une grande surface, et on a beaucoup de choix. On a aussi des potagers, donc ça c'est le foyer des hirondelles qui va choisir ces plantes. Est-ce que vous avez laissé une place pour un peu à la Clément des îles de végétaux qui correspondent à la flore locale Tout à fait, oui. C'est important parce qu'avec ces grandes surfaces, j'ai entendu hier que ça m'a un peu troublé. Il ne faut pas trop de pelouse. Effectivement, avec cette surface, on ne peut pas l'éviter entièrement. On ne peut pas. On ne peut pas avoir des buissons partout. Mais j'ai écouté ça hier, je me suis dit effectivement que ça pose un problème. Mais on a installé tout un système assez sophistiqué d'irrigation. Donc, même si on ne peut pas avoir trop de pelouse, on aura de quoi arroser. Parce qu'ils ont beaucoup d'eau. Quelle est la superficie du jardin? C'était 1,5 hectare et c'est le moitié maintenant. J'avais une remarque par rapport à quelqu'un qui a posé une question derrière moi sur la pérennité des projets. Ah oui. Et voilà, tant que j'avais la question en tête, je voulais dire, moi j'ai travaillé en fait sur des projets de jardin thérapeutique en EHPAD et sur une unité Alzheimer. Et en fait, étant donné que mon poste de toute façon va être pérenne, un des outils qui avait l'idée, c'est beaucoup plus participatif, et notamment faire participer les bénévoles, mais les bénévoles ça peut être fluctuant, mais beaucoup aussi les familles, de mettre en place les structures, les outils participatifs pour que les familles puissent s'investir, ce qui permet notamment d'alléger la présence des animateurs, c'est-à-dire que finalement l'animateur de l'EHPAD presque sur une animation peut suffire entre guillemets si des familles sont là pour l'épauler. Et du coup aussi par rapport à ça, moi je voulais vous poser la question de comment ça s'est passé le relationnel avec justement avec les équipes soignantes, comment faire sérieux, faire comprendre que c'est important, voilà, comment ça s'est passé dans votre cas? Difficilement. On a créé ce qu'on a appelé une commission pédagogique, et donc les infirmières, tout le corps soignant a participé très largement à la conception du jardin. Là où on a beaucoup plus de mal, c'est avec les médecins et avec l'administration de l'hôpital. Et donc, j'ai le professeur Branguet, je pense hier, qui a montré un peu le côté quantitatif des soins par l'orthithérapie. Pour moi, ça serait très, très utile. Nous, en tant qu'association, on n'a aucun expert. Un juriste, un ancien joueur de rugby, un podologue. Et donc, on n'est pas très convaincant quand on essaie de convaincre
le corps médical de l'intérêt d'un jardin thérapeutique. On a essayé de monter un projet médical avec les besoins des psychiatres, des médecins qui gèrent tous ces établissements. Ils sont plusieurs. Et on n'a pas réussi réellement. Il y avait un jeune qui nous a donné de très très bons éléments, mais tous ces médecins ne sont pas conscients de l'intérêt d'un jardin pour les soins. Nous, on n'était pas convaincants non plus, ce n'est pas notre métier. Et donc, j'attends vraiment avec grand intérêt des écrits sur les bénéfices d'un jardin. Quelqu'un qui va bêcher quelques heures dans un jardin aura besoin de moins de somnifères le soir. Ça, on peut le dire, mais il faut quantifier un tout petit peu pour qu'une association comme la nôtre puisse convaincre le corps médical de l'intérêt du jardin. Au niveau des infirmières, elles sont complètement convaincues. Au niveau de leur direction, beaucoup moins. Or, monsieur, vous leur présentez un projet clé en main où il n'y a pas de financement de l'hôpital. Puis, la démonstration que vous venez de faire est tout à fait convaincante. Je pense que si vous arrivez en commission médicale d'établissement en faisant ça, les médecins ne peuvent qu'approuver et être d'accord avec un tel projet. Il est magnifique. Ils sont avec nous, mais pas activement. Mais je pense que le jardin va faire ses preuves. Et même si vous ciblez sur, par exemple, des médecins gériatres qui sont souvent beaucoup plus attentifs à jardin pour les personnes atteintes d'Alzheimer, des choses comme ça, jardin de la mémoire, des choses comme ça, où effectivement on va faire appel à la mémoire perdue parfois de ces personnes, qui retrouvent des choses, enfin, la réhabilitation. Vous n'arrivez pas à convaincre un seul médecin qui pourrait les circonvenir. Enfin, après, c'est très politique tout ça, mais... J'ai essayé, notamment une personne qui est chef de service gériatrique. Je voulais qu'il soit là aujourd'hui. Voilà. Il est convaincu, mais il n'a pas le temps d'étudier la question. Et donc, moi, je pense qu'il faut des écrits très solides pour les gens de son niveau, et puis une autre communication pour l'administration de l'hôpital. Parce qu'au fond, lui, il est décisionnaire pour une partie, mais l'administration de l'hôpital, qui est encore moins convaincue de l'intérêt, est réellement décisionnaire. Et eux, ils disent, voilà, ça va être joli, on va voir les fleurs, mais ils n'ont pas une notion d'un outil de soin. On est tous confrontés à cette problématique-là. Et qui, enfin, vous dites que le personnel médical de gestion est un peu en retrait, parce que souvent, effectivement, moi, ils me disent, on nous fait de très beaux jardins, mais on ne peut pas les entretenir. Est-ce que vous avez, j'avais cru lire dans votre projet que vous aviez impliqué les jeunes, les lycées, tout ça, comment ça va se gérer Oui, par la suite, je pense qu'on ne peut pas compter sur les bénévoles sur une surface comme ça. J'ai un engagement quand même de la municipalité de gérer, d'entretenir le jardin. Et l'avantage, c'est que l'ESAT, donc avec les jeunes handicapés, a une section jardinage, et donc c'est déjà prévu que c'est l'ESAT qui aura le contrat. Mais ça va être relatif. On estime pour cette surface une personne à plein temps à l'année, ou l'équivalent en équipe de temps en temps, mais une personne à l'année. Vous allez remporter plusieurs dossiers que vous allez donner à tous ces messieurs médecins pour les convaincre de l'intérêt de comprendre combien ils ont de la chance d'avoir une association comme la vôtre. On n'a fait que ça. On n'a fait que ça. Mais c'est là où on a besoin d'une association comme la vôtre. Vous êtes... on est un peu sous tutelle du jardin et santé. Vous ne voulez pas déménager
Oui, justement, je me permets de témoigner de l'expérience de Nancy où c'était vraiment le chemin inverse. C'était les médecins qui ont débuté le projet, après qui ont coagulé autour toute une équipe. Mais c'est nous qui avons cherché les associations et c'est les médecins qui sont restés jusqu'à 4 heures du matin, qui ont fait des dossiers, qui ont donné des dossiers partout. Donc c'est vraiment le chemin inverse. Mais il faut savoir effectivement qu'il y a peu d'éléments scientifiques, parce que quand même c'est un métier scientifique, la médecine. Il y a peu d'éléments scientifiques bien prouvés quant au bienfait des jardins. Il y a tout un travail qui a été fait aux États-Unis. Il y a des articles qui sont sortis par rapport à cela. Il y a des démonstrations claires de la réduction du niveau de l'anxiété, du stress, de l'agitation, des troubles du sommeil des patients, surtout les patients avec des troubles cognitifs. Il y a donc une démonstration de la majoration de l'activité physique de ce type de patient et une amélioration des troubles de l'appétit. Donc il y a des articles par rapport à cela, mais il faut déjà avoir comme centre d'intérêt le jardin. On se pose pas la question spontanément en faisant ce métier. Mais c'est pour cela ce qu'on disait hier en conférence plénière, faire des recherches sérieuses, démontrer quantitativement, scientifiquement les bénéfices, les bienfaits des jardins, c'est une des missions premières. Disons, l'intérêt de médecin sera beaucoup plus grand quand on a des éléments concrets à la clé. Donc, il y a des articles qui sont apparus aux États-Unis. Il y a aussi des éléments de design, de conception de jardin pour avoir vraiment un but thérapeutique. Il faut que la conception de jardin soit réfléchie au moindre détail. Il y avait, dans un des articles, il y avait une phrase n'importe quel jardin a un but thérapeutique par la qualité du bout du monde, du bout de nature, cette chance qu'on a de se confondre et d'avoir le contact avec la Terre, le cosmos, comme disait notre philosophe hier soir. Donc, la conception des jardins thérapeutiques est quand même particulière. Donc, tout jardin peut être thérapeutique par le contact avec la nature, par le contact avec la terre, mais un jardin thérapeutique à viser, un outil thérapeutique, une approche non médicamenteuse, mais curative d'une certaine manière. Pour cela, il faut une conception particulière, une conception où toutes vos expériences, toutes vos expertises sont les bienvenues. Je suis vraiment très impressionnée par l'enthousiasme de cette association qui a réfléchi, vous voyez, le chemin inverse, qui a vu le bienfait qu'un jardin peut amener à tout ce petit monde autour. Le fait de réunir des générations différentes dans un même jardin, vous avez dit qu'il y aura des patients de NEHPAD, des patients d'âge mûr, les patients qui sont en réinsertion sociale, après les enfants qui vont participer, qui vont peupler ce jardin, c'est extraordinaire. C'est une ville, une vie à l'intérieur du jardin. Votre idée qu'il y ait des jardiniers, l'école là qui va s'occuper de la suite est extraordinaire. À Nancy, on a des soucis par rapport à cela. Le jardin, il est bien en place avec 7 ans, après 7 ans de travaux et de beaucoup de temps par rapport à cela. Il est bien en place, mais la pérennisation du jardin est difficile. Il y a des dépenses tous les ans pour entretenir ce jardin, pour le faire vivre. Hein. Donc c'est extraordinaire. Déjà, tout ce que vous avez envisagé, pas seulement pour mettre en place ce jardin, mais aussi pour le pérenniser.
l'importance des études scientifiques, et n'hésitez pas à mettre vos médecins en contact avec les nôtres pour qu'on puisse travailler ensemble sur cet intérêt réel, un intérêt thérapeutique des jardins dont vous parlez. Merci. Je me permets de poser une question à M. Bell. Comment ça vous est venu l'idée des jardins sous les toits? Comment ça voilà. Alors très étonnamment, c'est pas du tout à la base, c'était pas du tout une volonté de cultiver sur les toits. Moi en fait, je suis ingénieur mécanique, je suis pas du tout agronome ou quoi. Et je me suis passionné pour le biomimétisme, c'est-à-dire l'innovation qui imite le vivant. Et parmi ça, je me suis particulièrement intéressé à quelque chose que j'arrivais pas à trouver quand je faisais mes conférences d'expertise sur le sujet, c'était l'imitation des écosystèmes. Et du coup, l'idée d'imiter un écosystème, c'est déjà de créer des boucles locales très intenses en valorisant les déchets du bâtiment directement sur place. Et du coup, 30% de déchets sont des déchets organiques. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait les valoriser? Comme en milieu urbain, c'est très dense. Je me suis dit, sur les toits, j'ai vu ce qui se faisait aux États-Unis, au Canada, etc., où ils utilisaient des trucs assez polluants comme la tourbe et autres. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de cultiver sans terre, sans tourbe, pour avoir ça. Donc, de cette expérience scientifique, après, les chefs ont commencé à venir nous voir. Et puis, la Fondation Hospitalière Sainte-Marie est venue nous voir aussi en disant, est-ce que vous ne pouvez pas utiliser cette technique? Et du coup, c'est comme ça qu'on en est venu. Donc, ce type de jardin existe ailleurs. Des jardins sous le toit, il y en a dans d'autres pays. Il y en a plein, oui. Ouais. Nous, je pense qu'on a voulu... ce qui est original dans notre projet, c'est qu'en fait, on recrée des vrais écosystèmes sols dans les bacs, avec des vers de terre, des champignons et tout, donc ça les rend très fertiles, très durables. Et ce qui est différent aussi, c'est une approche vraiment très intégrée de l'éco-conception, qui n'est pas forcément évidente, donc c'est d'observer vraiment tout le cycle de vie. Tout le bois qui a été utilisé, il vient que des forêts d'Île-de-France, par un petit scieur, il n'y a aucun traitement chimique, tout est traité à l'huile de lin. Et du coup, c'est une démarche écologique et très intégrée dans ce sens-là. C'est ça qui fait un peu la différence avec d'autres qui utiliseraient sur un toit du terreau ou des choses comme ça, qui ont donc un impact écologique plus important. Et puis aussi, par rapport aux États-Unis, par exemple, c'est rigolo, la semaine dernière, il y avait la manager de la Brooklyn Grange, qui est une grande ferme sur un toit à New York de 6000 m². Ils en ont de 4000 m². Ils font beaucoup de choses comme ça. Ils ont énormément de problèmes avec ce que j'avais expliqué, le lessivage des nutriments, le fait que tout soit, qu'il y ait plein de nutriments qui partent dans les eaux. Ils proposent d'autres problèmes écologiques qu'on appelle l'eutrophisation des cours d'eau, le fait qu'ils saturent en algues. Et du coup, nous, c'était aussi le fait d'inventer des techniques pour éviter ça. Déjà, d'avoir une matière organique, au lieu que les nutriments soient accessibles, c'est les vers de terre qui les rendent progressivement disponibles, etc. Et donc, c'est toute cette ingénierie écologique avec les systèmes techniques qui permettent d'éviter ces trucs. C'est une innovation qui est surtout technique, finalement. Donc, vos collègues de loin s'intéressent à vos travaux. Peut-être que vous serez un pionnier. Nos collègues s'intéressent beaucoup à nos travaux. Oui, on a même eu une médiatisation qui était un peu disproportionnée. On est même passé au journal d'Al Jazeera, de la télévision mexicaine, etc., etc. Donc oui, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Et l'accès à vos toits, là, parce que nous, les jardins, on en a partout, mais ce qui est important, c'est ces jardins, on voudrait qu'ils soient utiles à quelque chose, en dehors du plaisir. Alors, comment on accéderait à ces jardins? Au niveau de l'accès physique ? Au niveau de, si on prend par exemple le cas de nos jardins thérapeutiques, les patients, comment ils accéderont facilement à des jardins sur les toits? Oui, il suffit de mettre un ascenseur. Oui, là, il y a un ascenseur qui accède et du coup, c'est oui, c'est. Oui, bien sûr. Architecte paysagiste, je travaille pour Raya. Et je voudrais
permettrait, nous, de justifier à une entreprise comme Vinci, comme Bouygues, comme Total, de dire mais on est capable de faire et dans le temps, vous allez économiser à la fois sur peut-être l'entretien, sur l'aspect médical et l'intérêt de ce genre de... Est-ce que vous avez des données là-dessus? On en a fait quelques-unes. Vous en avez fait quelques-unes, ce que vous avez dit en introduction. Donc c'est pour ça que je me permets d'intervenir, parce que je voulais tout de même vous informer que oui, il existe vraiment des évidences del design pour la psychiatrie, pour la réalisation des cliniques psychiatriques, mais c'est vrai qu'en France là-dessus, on est quand même très en retard, et le problème, je vous le disais tout à l'heure, on ne s'intéresse pas aux écrits en anglais, parce qu'on dit on a besoin d'écrire, on doit avoir certaines choses, parce qu'on attend des choses en français, mais il faut savoir quand même que depuis pratiquement les années 1980, on écrit des choses sur la question, et donc il y a énormément de publications et une grosse littérature, mais c'est vrai que la plupart du temps c'est en anglais, et puis il y a même des choses en allemand ou en japonais, enfin c'est quand même international. Et en particulier pour la psychiatrie, c'est pour ça que je me permets d'intervenir, parce que ça pourrait vous intéresser. Il existe donc des évidences del design pour les cliniques psychiatriques, et elles ont été conçues par Roger Ulrich. Et Roger Ulrich, il faut quand même savoir, moi je pense quand même, c'est lui qui est pratiquement à l'origine de tout ce dont on discute aujourd'hui, puisque c'est lui qui a fait cette première étude sur la comparaison, etc. Mais il n'a pas écrit que ça, il a écrit énormément d'autres études, et vous pouvez trouver les évidences del design pour la psychiatrie. On a un problème de micro là. Il faut que. On a un problème de micro dans cette session. Ben, on n'arrive pas à le faire marcher. Alors, est-ce qu'il est vraiment en rade? Je suis désolé, on me dit qu'il faut absolument qu'on termine, donc on va être obligé de continuer ces conversations de personne à personne. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention à tous. C'était très intéressant.